Bonjour et bienvenue à tous. Donc, dans notre Expert Talk aujourd'hui, nous accueillons Aurore Garnier. Bonjour Aurore. J'en ai dire. Bonjour. Donc Aurore, vous êtes directrice associée chez Isao, la première entreprise ouest-africaine spécialisée dans la gestion des risques, la sûreté et la business intelligence. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la Côte d'Ivoire, puisqu'en effet, la Côte d'Ivoire, véritable moteur économique de l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement sous les projecteurs à la veille de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain. Ces derniers mois, en plus, ont été marqués par de nombreux rebondissements, tant en matière de candidature et d'éligibilité que de manifestations politiques et de regains de tensions ethniques qui ont déjà causé plusieurs morts. D'ailleurs, d'autres pays de la sous-région ont également des échéances présidentielles qui, dirons-nous, pourront être complexes, comme par exemple la Guinée le 18 octobre, le Burkina Faso le 22 novembre et le Niger le 27 décembre. Donc un calendrier qui est assez chargé en cette fin d'année. Donc aussi cet expert talk donc avec Aurore se penchera sur en fait comment se préparer efficacement en tant qu'entreprise face à des élections présidentielles sous tension. Donc Aurore, donc revenons-en à la Côte d'Ivoire. Donc à quoi s'attendre pour les semaines et mois à venir? Alors, pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'aujourd'hui, très peu de gens pourraient prédire l'évolution de la situation. Je constate, résidant en Côte d'Ivoire, comme tout le monde, l'installation d'une tension politique qui inquiète au premier titre les Ivoiriens, mais aussi tous les opérateurs économiques qui exercent leurs activités en Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez mentionné, il y a eu des précédents en Côte d'Ivoire, des années de crise qui pèsent à la fois dans l'histoire des entreprises, mais aussi dans le passif émotionnel des collaborateurs. Un personnel qui a vécu des moments de crise, des moments difficiles où il s'est senti en danger, n'aura pas la même appréhension des événements aujourd'hui. Or, pour le chef d'entreprise, il est important aujourd'hui, du fait des législations, de se préparer au pire. On l'a vu pour le Covid, de manière à assurer au mieux, quelle que soit la situation, la protection du patrimoine de l'entreprise, mais aussi l'intégrité physique et morale de ses collaborateurs. Évidemment, en Côte d'Ivoire, les difficultés à réaliser depuis 2011 une réconciliation profonde, authentique, les soubresauts qui ont émaillé les élections municipales, vous le rappeliez, en octobre 2018, tout ça peut faire craindre effectivement de nouvelles violences. Mais au-delà de ces problématiques locales, la sous-région ouest-africaine, parallèlement à ses voisins sahéliens, connaît ces dernières années une dégradation globale de la situation sécuritaire. Les enjeux sont majeurs et transcendent en fait ces problématiques électorales. On a le terrorisme, la radicalisation, la perte du pouvoir régalien de responsabilité sur de vastes zones, l'appauvrissement dû à la fréquence des sécheresses, les crises identitaires sur les nouvelles générations, les trafics, les proliférations des armes de guerre, j'en passe. Toutes ces problématiques favorisent les tensions sur toute la sous-région. Et nous avons vu comment la problématique libyenne a entraîné la chute du Mali, qui elle-même aujourd'hui s'étend au Burkina Faso, au Niger. Donc effectivement, il faut être extrêmement vigilant à tout cet environnement, parce que ces problématiques viennent se superposer aux problématiques déjà inhérentes au jeu des élections. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Niger, nous appréhendons une coïncidence des calendriers qui va demander aux entreprises évoluant sur la sous-région d'être particulièrement vigilantes, car les crises vont peut-être se superposer. C'est pour ça qu'il est important de se préparer et de disposer d'outils permettant à la fois d'anticiper. C'est ce que nous faisons ici avec Isao, donc à travers une veille continue de ce qu'on appelle les signaux faibles pour au mieux protéger, comme je disais, son patrimoine, les ressources humaines, les actifs, les sites d'activité et se préparer à la gestion de crise. Donc comment en tant qu'entreprise on peut vraiment évaluer ces risques spécifiques? Alors, l'évaluation des risques, c'est très large. Ça relève de diverses disciplines. Il y a les risques informatiques, financiers, etc. Les risques sanitaires,
On l'a vu avec le Covid. Ça relève de la sécurité. La sécurité s'inquiète de toutes ces pandémies, les catastrophes climatiques ou environnementales. À partir du moment où un événement est imprévisible ou accidentel, ça relève de la sécurité. C'est pour réduire ce risque d'accident que les entreprises ont formalisé les fonctions qu'on connaît souvent aujourd'hui sous le terme de HSE. La législation est venue renforcer tout ça. On doit porter des équipements de protection individuelle sur les chantiers. On a formalisé et normalisé, c'était toutes les normes ISO, cette sécurité. Nous sommes un acteur de la sûreté. On s'intéresse aux risques liés à la malveillance, quand il y a volonté de nuire. Ça inclut le terrorisme, mais également le vol, le sabotage et tous les types de criminalité et de violence. L'expert sûreté va s'attacher à déterminer l'exposition au risque de son client. Pour ça, il doit connaître son environnement. C'est pour ça que nous, ISAO, on a décidé de s'engager sur le terrain afin d'avoir ce niveau de compréhension et de granularité. C'est pour ça qu'on s'appuie sur des experts issus ou résidents dans les pays dans lesquels on intervient. Donc, on a cette veille sécuritaire qui nous permet de suivre tous les sujets pouvant avoir un impact sur la situation sécuritaire. On identifie au jour le jour les nouvelles menaces, on suit l'évolution des modes opératoires. Et ensuite, on a, comme dans toutes les gestions de risque, des matrices de risque qui prennent en considération à la fois l'occurrence d'un événement, donc sa probabilité de survenir, et le niveau d'impact sur l'activité de notre client. C'est là où on peut déterminer en fait véritablement le profil de risque de l'entreprise et ses vulnérabilités. Par exemple, le vol. Le vol, ça peut être anodin pour un agro-industriel, mais c'est extrêmement important pour un minier, par exemple, pour quelqu'un qui est dans le milieu aurifère, ou un distributeur de biens de valeur, par exemple. C'est en fait la nature et la localisation des sites de l'entreprise qui nous permet d'établir ce profil réellement au plus près de notre client. Est-ce que on va se poser tout un tas de questions. Est-ce que le client a des commerciaux qui sont envoyés sur le terrain? Dans quelle région ils vont? Tout ça, ça va nous permettre de déterminer le profil de risque. On a pour cela des échanges avec l'entreprise et on détermine aussi ensemble le niveau de risque consenti. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Ça n'existe pas. Mais l'entreprise doit définir avec son partenaire sûreté où elle met le curseur. Quel risque pour elle il faut réduire parce que c'est important dans son secteur d'activité et aussi en fonction des budgets qu'elle peut y allouer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Ça fait partie, tout ça, d'une politique globale, d'une culture sûreté de l'entreprise et c'est vraiment propre à chaque entreprise. D'accord, merci beaucoup, très intéressant. Donc, en fonction de ce profil de risque et du risque consenti, comment l'entreprise peut véritablement se préparer à faire face à ces risques sociopolitiques? Au final, on se rend compte qu'on soit au Mali, au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, les raisons qui peuvent déstabiliser l'activité d'une entreprise sont multiples. De surcroît, il faut prendre en considération le fait qu'on est toujours en crise sanitaire. Mais même face à cette situation, il est possible de mettre en place des outils et des mécanismes simples pour minimiser l'exposition de ces activités aux risques sociopolitiques, à ce type d'échéance. Comme on l'a évoqué, tout d'abord, il faut savoir à quelle typologie de risque on doit faire face. À partir de cette analyse, on établit une cartographie des risques et on peut ensuite établir ce qu'on appelle un plan de gestion de crise qui permet d'anticiper, selon les événements, selon des scénarios probables définis, ce que l'entreprise devra mettre en place sur les différentes phases de la crise, en termes de procédures, de moyens, de manière à assurer au mieux la sécurité des biens et des personnes. Ça représente des actions très concrètes. Est-ce que j'ai une sauvegarde de mes fichiers informatiques? Quand est-ce que je dois renforcer la sécurité des accès au site de l'entreprise ou les fermer quasiment? Carrément, pardon. Que prévoir si mes employés sont bloqués au travail? C'est tout ce type de questions qu'il faudra penser en amont et définir au sein d'un plan de gestion de crise pour ne pas avoir à le décider ou à y réfléchir au moment de la crise. Comme nous sommes présents en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région, pour nous, c'est plus facile d'anticiper sur les comportements et de proposer des scénarios tangibles. Avec ce plan de gestion de crise, l'entreprise va s'attacher à la sécurité des personnels, alors des personnels nationaux
et non nationaux. Je fais le distinguo parce qu'en termes de législation, c'est très différent et souvent, la sécurité des personnels locaux n'est pas réellement prise en charge. Pour autant, c'est dans le Code du travail et c'est dans tous les codes du travail d'ailleurs dans la sous-région. Et il serait important pour le dirigeant d'entreprise de s'y attacher également. L'entreprise a une responsabilité vis-à-vis de tous ses collaborateurs. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise en sont conscients, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais en tout cas, sur le plan juridique, il est extrêmement important, et sur le plan fonctionnel, il est extrêmement important d'avoir ce type d'outils que sont les plans de gestion de crise. Merci beaucoup, très intéressant. Donc, par rapport à ce plan de gestion de crise que vous avez évoqué, quelle est ensuite la responsabilité ou le rôle du dirigeant d'entreprise en cas de crise? Alors, en cas de crise, la responsabilité du dirigeant, elle est engagée. Elle répond du pénal aujourd'hui. Le chef d'entreprise a l'obligation de protéger. C'est vrai dans le droit anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le duty of care, et c'est vrai aussi dans le droit francophone. Pour le droit francophone, on se réfère à la jurisprudence Karachi. De mémoire Karachi, donc on est en 2002, 11 personnels de la société DCN trouvent la mort dans un attentat dans un bus à Karachi, donc au Pakistan. Les avocats des familles démontrent que la société n'a pas mis en place tous les dispositifs et tous les moyens nécessaires à la sécurité des personnels. Et ils obtiennent quand même, c'est toujours bon de le rappeler, 800 millions d'euros de dommages et intérêts pour les familles. En fait, tout ça démontre quoi? Démontre une plus grande, et quel que soit le domaine, une plus grande judiciarisation dans le monde des affaires. Et ça va dans le sens d'une plus grande responsabilité des dirigeants d'entreprise. Au-delà du juridique, qui est à prendre en considération, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est aussi la réputation de l'entreprise qui est en jeu. On est garant de la sécurité dans le cadre du travail de nos collaborateurs. Pour tous les personnels, comme je l'ai dit, cette notion de protection est inscrite à la fois dans les jurisprudences, mais aussi elle est de moins en moins acceptée par la société civile, par les ONG, par les avocats, par les syndicats, par nos partenaires financiers. Je prends le cas de la CEMAFO, un cas un peu plus proche de nous, une société minière qui était présente au Burkina Faso depuis la fin des années 2000. L'an dernier, 2019, cette société perd malheureusement une quarantaine d'employés dans une attaque terroriste sur un trajet de bus. Société minière, elle doit arrêter pendant 4 mois son activité. Vous imaginez ce que ça représente en termes de pertes financières. Et tout juste après, elle cède son activité au groupe Endeavor en mai 2020. L'impact sur l'image de l'entreprise de ce type d'incident, elle est énorme, elle est difficilement mesurable. La soft law ne permet plus tout ça, cette tendance mondiale. Il y a une grosse pression, comme je disais tout à l'heure, et le dirigeant, il a une obligation de moyens, mais aujourd'hui, il a une obligation de résultats. Il peut plus accepter de s'exposer aux risques, aux attaques terroristes bien sûr, mais aussi au vol. Ça, c'est une problématique quotidienne pour nos entreprises. On peut plus se permettre d'avoir un système informatique défaillant, d'avoir des chiffres amoindris parce qu'on se fait voler des intrants ou des matériels. Évidemment, les partenaires financiers vont demander des comptes et le personnel aussi, les assureurs également. Les entreprises africaines aujourd'hui doivent répondre aux mêmes critères de compliance que les entreprises japonaises ou suédoises. Elles sont évaluées avec les mêmes outils de notation et la résilience, on l'a vu avec la crise Covid, la capacité à maintenir son activité dans un environnement dégradé est une plus-value et une garantie pour les partenaires financiers et les dirigeants d'entreprise. Donc tout ça participe d'une prise de conscience aujourd'hui, à la fois pour les filiales occidentales, pour les filiales de groupes occidentaux ou de groupes internationaux, mais aussi pour les acteurs nationaux qui, comme ils l'ont fait pour les questions de sécurité, on l'a dit sur les chantiers, le font aujourd'hui sur la sûreté et intègrent pleinement cette fonction dans l'entreprise. Alors, à côté du HSE, on a aujourd'hui des responsables sûreté où on est en train, nous, d'aider nos clients locaux à structurer cette fonction sûreté au sein de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que, par exemple, les nouvelles technologies peuvent aujourd'hui aider justement cette fonction sûreté et puis aussi les dirigeants de ces entreprises face à ces crises de manière efficace?
Oui, tout à fait. Oui, la sûreté, comme tous les autres domaines, hein, on est déjà dans l'ère du digital. On s'appuie sur les nouvelles technologies, bien sûr. On a à notre disposition tout un panel d'outils intelligents. On a des caméras intelligentes, on utilise des drones. Mais là aussi, je mets un bémol. Les outils ne sont pas une fin en soi. L'outil doit être adapté aux besoins du client et il doit être adapté aux environnements, à nos environnements. On a des problématiques par rapport, je pense aux drones notamment, on a des problématiques sur le climat. Il faut aussi que ça passe, pardonnez-moi l'expression, mais au niveau culturel. Il faut aussi que nos capacités techniques, la maintenance, etc. suivent. Donc, manier ces outils nécessite de bien y réfléchir, nécessite souvent de la formation. Je prends le cas des scanners. Les scanners, évidemment, on en a dans les aéroports, bien sûr, mais on en a aussi en Afrique de l'Ouest, partout dans les halls d'hôtels et ailleurs. Ce sont des outils, bon, certes dissuasifs, mais pour que ça fonctionne, pour qu'on détecte une arme, couteau, etc., ça nécessite de la formation. Il faut être formé à la lecture d'images. Il faut mettre en place des procédures parce que, par exemple, sur un scanner, on ne peut pas être vigilant plus de 20 minutes face à un écran. Donc, il faut des gens qui tournent. Opérer ce type de matériel, ça nécessite de la formation, des rafraîchissements, et ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup de mise en place. Ça demande beaucoup de contraintes à utiliser ce type de matériel. Donc, avant d'aller là-dessus, comme sur les caméras, etc., il faut bien étudier le besoin et on détermine quels sont les meilleurs outils selon, encore une fois, le risque, l'activité de l'entreprise. Et nous accompagnons notamment sur la maîtrise d'ouvrage nos clients qui veulent essayer de penser au mieux leur système de sécurité de manière à ce qu'il soit efficient, c'est-à-dire qu'il y ait un rapport qualité et coût et efficacité qui soit acceptable pour l'entreprise. Après, pour la partie digitale, même les entreprises de sûreté s'y mettent. Il y a beaucoup d'applications. Nous-mêmes, on a une application qui s'adresse à tous les collaborateurs des entreprises qui se déplacent de manière à être informés des incidents et qu'on puisse aussi, grâce au geofencing, identifier les personnels qui seraient dans des zones à risque. Donc oui, le digital entre dans nos métiers, mais encore une fois, il faut être extrêmement prudent et précis. Merci beaucoup Aurore, en tout cas pour tous ces précieux conseils et votre expertise et tous les outils que vous pouvez offrir à vos clients et potentiels clients. Nous allons vous laisser aussi donc les coordonnées d'Isao et d'Aurore pour pouvoir la contacter directement et avoir encore plus d'outils et de détails et d'expertise par rapport à vos besoins en tant qu'entreprise.